Bonjour, bienvenue à cette 51e web émission. Mon nom est Philippe Veilleux, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Je suis accompagné de Lucas Blouin, analyste financier. Bonjour Lucas. Bonjour Philippe. Donc, encore une fois, ce mois-ci, nous allons répondre à trois questions de notre auditoire. Débutons sans plus tarder avec notre première question qui nous vient de Martin. En quoi consiste la vente à découvert? Et là, si je regarde la prochaine diapositive, je vois une perceuse, donc ça pique quand même ma curiosité. Ben oui, en fait, c'est l'exemple que j'ai choisi pour expliquer qu'est-ce qu'une vente à découvert, puis tu vas comprendre dans quelques instants. Imagine-toi, Philippe, que toi, tu es une personne super manuelle et puis tu as des outils à la maison, et puis moi, j'en ai pas. J'aimerais ça faire des petites rénovations, j'ai besoin que tu me prêtes ta perceuse. Ben oui, il n'y a pas de problème, Lucas. Par contre, je te demanderais éventuellement de me la rendre. Pas de problème, c'est certain que je vais te la rendre, ta perceuse. Donc, moi, je pars avec la perceuse, je fais mes petits travaux à la maison, tout ça. Puis, entre-temps, j'entends parler qu'il y a une pénurie de perceuses au Québec. Fait que moi, pas plus fou qu'un autre, je décide de la mettre en vente sur Kijiji. Je réussis à la vendre 500 la perceuse. Elle part l'après-midi même. Tout content, moi, je prends l'argent, je la mets de côté. Je laisse passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Là, je t'arrête, Lucas. Au bout de quelques semaines, là, tu risques de recevoir un coup de fil. Là. Je vais te demander, elle est où ma perceuse, Lucas? Ben, effectivement, donc moi, oui, Philippe, je vais te la redonner, ta perceuse. Puis directement, je me rends à la quincaillerie, puis j'en rachète une pareille comme la tienne. Je la paye 300 Tout content de mon coup, je l'ai vendue 500 il y a quelques mois. Je la rachète 300 j'ai fait 200 de profit. Je te redonne ta perceuse. Je te dis merci beaucoup, Philippe. Puis je t'explique comment que j'ai fait mon 200 tout fier. Ben, c'est bien beau tout ça, mais je suis un peu jaloux de l'argent que tu as fait. Puis, à vrai dire, en réalité, si j'avais à prêter une action à quelqu'un, à un inconnu, je lui exigerais une compensation, là, un frais de Bon, location ou un intérêt, quelque chose. Là. écoute, je te remets 50 pour le prêt que tu m'as fait, puis moi, ça me laisse un profit de 150. Je pense que c'est gagnant-gagnant comme situation. Tout à fait. Mais si jamais le prix de la perceuse avait continué à augmenter à 700 à 1000 là, tu aurais perdu de l'argent. Bon, je vais modifier un peu mon histoire, là. Supposons que je l'ai vendu, mais je l'ai vendu à un de nos collègues de travail, je l'ai vendu à Pierre-Olivier Langevin. Lui aussi, il fallait qu'il fasse quelques petits travaux à la maison. Puis Pierre-Olivier, quand il a fini ses travaux, ben, il y a notre président, Carl Simard, qui demande à Pierre-Olivier, Pierre-Olivier, tu me prêterais-tu ta perceuse? Pierre-Olivier, pas de problème, Carl, prends ma perceuse. Puis Carl, lui, il fait la même chose que moi, il s'en va la vendre à quelqu'un d'autre. Donc, on est rendu à deux vendeurs à découvert sur la même perceuse. Puis là, moi, pendant ce temps-là, ben, effectivement, le prix des perceuses n'arrête pas d'augmenter au Québec. Puis moi, je paye des intérêts là-dessus que je te dois. Puis en même temps, ben, je perds de l'argent. Donc, je dors plus la nuit, je m'en vais à la quincaillerie, puis je veux racheter une perceuse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas juste moi à la quincaillerie cette journée-là. Carl Simard est là, puis lui aussi il veut racheter une perceuse. Puis non seulement Carl Simard est là, mais il y a 100 000 autres Québécois qui sont là en même temps, qui veulent acheter une perceuse. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben, normalement, quand il y a beaucoup de demandes pour un bien, puis plus ou moins d'offres, mais ça fait flamber les prix. C'est exactement qu'est-ce qui arrive. Dans mon histoire, je m'en sors quand même bien. Je réussis à racheter la perceuse à 1500 J'ai fait une perte de 1000 sur la transaction. C'est pas si pire que ça. J'ai sauvé les meubles. Mais quand même, Lucas, là, si je comprends bien ton exemple, le meilleur scénario, ça aurait été que tu rachètes la perceuse à 0 tu aurais fait un gain maximal de 500 mais à l'inverse, ta perte aurait pu être illimitée. Tu aurais pu avoir à racheter la perceuse à 10 000 à 100 000 donc tu aurais pu perdre énormément d'argent. C'est pour ça que c'est quand même risqué de faire une vente à découvert. Puis l'expectative de profit, bien, finalement, elle est asymétrique. Ma perte, elle est infinie, tandis que mon gain, il y a un plafond sur le gain que je peux faire. C'est pour ça qu'on laisse ça aux investisseurs qui sont aguerris la vente à découvert, qui est, somme toute, beaucoup plus risqué que tout simplement d'acheter des actions. Merci beaucoup, Lucas. Bienvenue. Donc, la deuxième question, c'est les REIT semblent être une source fiable de revenus. Sont-ils un bon achat au prix actuel? Qu'est-ce que tu réponds à Claude qui nous a posé cette question? Ben, premièrement, qu'est-ce qu'un REIT? Un REIT, c'est une fiducie de placement immobilière ou un fonds de placement immobilier. Essentiellement, c'est une entreprise qui détient des immeubles à revenus.
Ça peut être des tours à bureaux, des entrepôts, des immeubles multilogements. Donc, l'essentiel de ces revenus vont provenir de revenus de location. Les REITs sont reconnus pour verser une grosse portion de leurs profits sous forme de dividendes. Donc, normalement, souvent, ils vont verser de généreux dividendes. Par contre, on sait que le rendement total qu'on obtient lorsqu'on investit dans les marchés est composé, oui, du dividende, mais aussi de l'appréciation ou de la perte qu'on fait sur la valeur marchande de notre part dans l'entreprise. Donc, pour illustrer ça, j'ai ajouté à l'écran un petit graphique qui est l'évolution du prix de l'action de Cominor REIT. Si vous aviez acheté des parts dans cette fiducie de placement immobilière-là à la fin des années 2009, donc après la crise financière, et que vous les aviez détenues pendant 10 ans, votre rendement aurait été de 3,6. Mais Donc, ça, c'est Philippe, c'est pas très bon comme rendement. En fait, on bat pas les marchés, puis c'est même pas. C'est en dessous, finalement, du taux de dividende qu'on recevait au moment de l'achat. Qu'est-ce qui s'est passé? ben, comme j'expliquais, ils versent parfois même une portion plus importante que leurs profits sous forme de dividendes. Donc, pour financer ces dividendes-là et ou pour financer leur croissance, ils doivent obtenir d'autres sources de financement. Ça peut se faire par l'émission d'actions ou ça peut se faire par l'obtention de dettes. Ils vont à la banque, ils demandent des emprunts. Donc, à ce moment-là, à travers le temps, il est possible que la valeur de votre participation dans l'entreprise soit diluée à travers le temps. Donc, la valeur de cette part-là, elle diminue là, à ce moment-là. Ce que je comprends, c'est que c'est quand même risqué, là. C'est pas garanti, finalement, le dividende qu'on reçoit de. Le dividende n'est pas garanti. Dans le cas de Cominor, ils l'ont diminué à plusieurs reprises dans les dernières années. Là, actuellement, on remarque sur le graphique que le prix semble relativement faible. Bon, on peut se dire que c'est en raison de la COVID. Puis, je crois que Claude, dans sa question, se demande peut-être si c'est un bon moment pour acheter ces titres-là. Par contre, des risques, il va y en avoir aussi dans les prochaines années. Il pourrait avoir une hausse de taux d'intérêt, ce qui augmenterait leurs charges financières et diminuerait leur profitabilité. Donc, en conséquence, la soutenabilité du dividende qu'ils seraient capables de verser. Il pourrait avoir une réduction du taux d'occupation, là, plus de logements ou de bureaux vacants, par exemple. Il pourrait avoir une baisse de loyer. Il pourrait avoir encore d'autres dilutions. S'il y avait à émettre des actions au prix actuel, ça serait extrêmement dilutif. S'ils n'ont pas la capacité de se financer, ils pourraient avoir à vendre des immeubles. Donc, il y a plusieurs risques qui pèsent sur ces entreprises-là dans les années à venir si on exclut là, le contexte actuel de la COVID. Donc, en résumé, plus ou moins intéressant et quand même risqué. Tout à fait. C'est ce qui nous fait passer à notre troisième question qui nous vient de Kevin. Que pensez-vous des avantages concurrentiels de Logistec? Est-ce une entreprise intéressante? Bon, Logistec, pour mettre en contexte, c'est une entreprise québécoise qui a été fondée dans les environs des années 50. Ils ont deux principaux secteurs, en fait, qui sont les services maritimes et les services environnementaux. Services maritimes, environ 75 des profits. Environnementaux, on a la balance aux alentours de 25 des profits. Au niveau des services maritimes, c'est quoi exactement? Bien, Logistec, ils vont occuper des emplacements dans des ports à travers l'Amérique du Nord. Ils vont louer ce qu'on appelle des terminaux. Puis, à ce moment-là, le modèle d'affaires, c'est qu'il y a des bateaux qui vont accoster et qui vont avoir besoin de services par rapport au déchargement, chargement de marchandises, l'entreposage, la réparation, euh, du remplissage de conteneurs, des choses comme ça. Au niveau des services environnementaux, ben là, c'est plutôt du nettoyage de produits toxiques dans les sols, dans les mines, sur tout type de terrain. Puis ils ont également une entreprise qui s'appelle Aquapipe, qui est une membrane, en fait, qui s'insère dans des tuyaux. Puis, ça va réparer des brèches, par exemple, ou empêcher l'eau potable d'être en contact avec des matériaux toxiques comme le plomb, par exemple. Et ça, sans qu'on ait besoin de déterrer le tuyau dans le sol, ce qui est beaucoup moins coûteux pour les municipalités. Ça, tu nous en parles parce que ça occupe quand même une grosse partie là, des services environnementaux.
Maintenant, on nous demande qu'en est-il des avantages concurrentiels? Est-ce que moi, je pourrais arriver avec mon équipe, ma machinerie, puis essayer de négocier des meilleurs termes là, pour le port, puis tasser Logistec et prendre sa place? Avec les services maritimes, c'est ça qui est bien, c'est que le nombre de terminaux sont limités. Donc, il y a seulement un opérateur qui opère un terminal, va avoir un contrat entre 5 et 10 ans. Puis c'est ça que Logistec a présentement. Puis finalement, on ne peut pas venir compétitionner Logistec tant aussi longtemps que le contrat ne va pas échoir. Puis au moment de l'échéance de ce contrat-là, eh bien, les autorités portuaires ne sont pas nécessairement intéressées à faire affaire avec un nouvel opérateur qui va faire exactement la même chose que Logistec, puisque le nouvel opérateur, il va falloir qu'il installe son équipement aussi, ses grues, ses entrepôts, qu'il engage du personnel. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant qu'un terminal soit pleinement opérationnel. Et pendant ce temps-là, ben, il y a une perte de revenus au niveau des autorités portuaires, puisque le terminal est hypothéqué pendant tout ce temps-là. Ce que tu m'expliquais, c'est que le bateau, le client là, de Logistec verse aussi des revenus au port. Donc, le port ne veut pas voir ces revenus-là diminuer de façon temporaire, là. Exactement, le port va prélever un frais sur les marchandises qui vont transiger dans le port. S'il y a un terminal qui ne fonctionne pas, ben, c'est une perte de revenus pour le port, tout simplement. Donc, il Les y a des bons services avantages concurrentiels de ce côté-là. Au niveau des services environnementaux, est-ce qu'il y a également des avantages concurrentiels? Je dirais moins parce que c'est des appels d'offres qui se font pour faire des travaux. Puis une fois que ces travaux-là sont terminés, ben, on retourne en appel d'offres, puis le contrat, il est pas à long terme. Puis au niveau de la spécialisation, il y a d'autres entreprises qui peuvent faire exactement la même chose que Logistec est capable de faire. Donc, je vois pas les mêmes avantages concurrentiels que pour les services maritimes. OK. Au niveau des possibilités de croissance, là, si j'ai bien compris l'avantage concurrentiel de Logistec au niveau des services maritimes, ça doit être difficile pour eux aussi d'aller s'implanter dans des nouveaux ports puis de tasser les autres. Ben c'est ça, il y a pas un nouveau port qui va se construire à chaque année, puis les ports ne s'agrandissent pas à chaque année. Donc, la croissance organique est limitée. Et puis, Logitech a fait par le passé, ce qu'ils ont fait, c'est de la croissance par acquisition. Le problème, c'est qu'actuellement, les évaluations des acquisitions potentielles de compagnies qui ont des contrats sur des terminaux sont astronomiques. Donc, c'est pas intéressant pour Logistech d'acheter ces compagnies-là, puisque le retour sur investissement ne sera pas très intéressant, donc peu de rendement pour les actionnaires à long terme. Donc, c'est un peu ça la limitation présentement. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, on ne serait peut-être pas intéressé à être actionnaire là, de cette société-là. C'est en plein ça. On aime bien la direction, tout ça de l'entreprise. On pense que c'est une bonne compagnie, mais ils vont avoir des petits défis dans les prochaines années. Ben, merci beaucoup, Lucas. C'est ce qui conclut notre 51e web émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au info@gpsmedici.ca.